Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous tous dans votre émission Politica sur les antennes de la radio Télévision Zola. Comme annoncé, on allait recevoir pour vous l'honorable Deyo Koussou. Il est avec nous sur ces plateaux comme annoncé déjà avant même l'émission d'aujourd'hui. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Merci beaucoup. Il y a aussi la population matadienne qui vous regarde à ce net moment. Merci. J'en profite pour la saluer et surtout pour vous remercier de m'avoir convié à cette émission qui, je pense, va nous permettre de faire connaître ce que nous pensons, notre avis sur un certain nombre de questions qui se posent à la province comme au pays. Exactement, vous fûtes justement vice-gouverneur, gouverneur de province, ministre de relations avec le Parlement à l'époque, député national, député provincial. Vous avez créé votre concept Kisalou Ketiakave. Ça a pris de l'ampleur ici dans la province du Congo central. D'où est venue d'abord l'idée de ce concept? Au fait, ce n'est pas Kisalou Ketiakave, c'est Kisalou. Le concept, ce n'est pas Kisalou Ketiakave, c'est Kisalou Mebanda. En fait, cette histoire, c'est que 3 mois après ma nomination, j'ai fui nommé le 16 mai 2004 comme vice-gouverneur de la province du Congo central. Et 3 mois après, quelqu'un a jugé que je venais d'une petite ethnie, Bessingombe. Il fallait quelqu'un du bas fleuve, quelqu'un qui serait, je le dis comme ça, je raconte vraiment l'histoire, et que il fallait me révoquer. Alors l'idée m'est venue de quelques idées ou de mes connaissances en sciences politiques, notamment la communication politique. Ainsi donc j'avais appelé mon ami Kofi Olomide pour lui demander de citer mon nom dans une chanson, comme on dit, dédicace, ouais. Et en lingala libanga, afin de devenir populaire et incontournable. Je ne croyais pas si bien dire, et finalement, je pense que c'est reconnu à travers tous les pays, et même au niveau international, du moins auprès des Congolais qui suivent l'actualité de notre pays. Et présentement, voilà. On n'en parle plus, hein. Ça n'a plus d'ampleur. Non, c'est toujours d'ampleur. La référence que tout le monde peut se rappeler, c'est quand le président de la République, en 2020, je crois, fin 2020, fait son discours instituant, donc créant l'Union sacrée. Il termine son discours avec, je crois, en disant l'Union sacrée qui salue. Avec l'Union sacrée, Mosala et Bandi qui salue Mebanda en Kikongo, Mujimo Abangi en Chiluba et Kazina Anja en Swahili. Donc ça c'est vraiment la référence pour vous dire. Et à chaque fois qu'il me salue au Conseil des ministres, c'était toujours qui salue Mebanda. Voilà. Donc ce n'est pas encore terminé et même voilà. On va essayer un peu de remonter avec l'actualité. Vous étiez aussi candidat gouverneur et vous avez échoué avec 0 voix jusque-là. Alors moi j'ai dit, j'ai échoué avec... 0 voix? Non, j'ai dit ceci, oui. J'ai gagné avec 0 voix bio, ils ont perdu avec beaucoup de voix contaminées. Donc ceux qui aiment le jeu de mots comme moi, je crois qu'ils avaient compris ce que j'avais dit. C'est là une certaine profondeur. J'ai toujours été contre la dollarisation de l'élection du gouverneur dans nos provinces. La dollarisation. La dollarisation. En fait, ce sont des institutions qui sont mal montées. Mal montées, vous connaissez les Congolais, quand on leur donne une chose, ils en font une autre. Même quand ils copient, comme me disait mon professeur de latin en 3e et 4e année des humanités littéraires en Gomelutete, vous ne savez même pas copier. Même quand vous copiez les ennemis, on vous demande simplement de réciter, de rendre cela le matin, vous ne savez pas le faire. C'est quoi en fait? Nous avons, si vous permettez un peu ce développement, rapidement, oui. nous sommes devenus
le système, le mode de gestion de nos provinces ou de nos entités, de nos TD, de nos entités territoriales, nous avons choisi ce qu'on appelle la décentralisation. Pour l'histoire, la République démocratique du Congo, par la loi Mvundwawe, a instauré la décentralisation en 1982, le 27 février 1982. La France, après l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, l'année qui a suivi, la France a instauré la décentralisation le 2 mars. Donc, la République démocratique du Congo, le Zaïre, est devenue décentralisée, en tout cas l'administration de sa territoire essentiellement décentralisée. Une semaine avant la France. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Je vous donne un exemple. Ici, vous pouvez, comme ça, mener votre vie tranquillement, vous êtes intellectuel ou pas, vous avez une certaine expérience, du jour au lendemain, parce que vous avez une sœur qui est très belle, et puis elle se marie bien, et son mari qui est peut-être ministre de l'Intérieur ou un proche collaborateur du chef de l'État ou du Premier ministre peut faire de vous gouverneur. Alors que les élections ont eu lieu déjà depuis 2 ans, où on a choisi les animateurs. Je vais faire vite. Oui. Ou alors, si vous avez des liens avec, je ne sais pas moi, qui vous devenez, voilà. Moi, j'ai la suite dans les idées. En 2005, quand le député l'honorable Olivier Kamitatou vient ici, à la tête de la délégation, d'une délégation dans le cadre de la campagne référendaire, il parle déjà de cette histoire où l'élection du gouverneur, le candidat peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur, les membres du gouvernement provincial de l'intérieur comme de l'extérieur. J'avais déjà stigmatisé cela en disant que vous avez copié la France, mais la France l'a fait au début du XXe siècle, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de cadres. Et nous avons copié cela, nous l'avons mis dans la loi fondamentale, c'est-à-dire ce qui a fait office de constitution de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Parce qu'on avait à peine 4 ou 5 étudiants fraîchement diplômés d'université. Donc il n'y avait pas de raison. Donc on ne peut pas devenir maire de Paris sans être conseiller municipal de Paris. Même si comparaison n'est pas raison. Les réalités de Paris ne sont pas les réalités du Congo. Mais c'est pourquoi vous avez un système qui est trop corrompu. Comment voulez-vous quelqu'un qui ne pense même pas à ça dans sa vie? Il n'a jamais pensé de venir faire de la politique. Il s'improvise et dans la politique et dans l'administration du territoire. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je continue mon combat. Je vais simplement vous dire, vous allez me dire, mais quelle est la solution? Je suis aujourd'hui député national. Qu'est-ce que je fais au sein de l'Assemblée? J'ai créé un réseau, conformément à notre règlement intérieur, un réseau qu'on appelle les provincialistes. Nous sommes à peu près 90 députés. Il faut être 50 pour pouvoir créer un réseau. Alors les provincialistes, ce sont ceux qui pensent que le développement de notre pays, c'est le développement de chacune de nos provinces. Mis ensemble, va donc constituer le développement de ces pays. Alors, nous nous battons pour que les compétences qui ont été transférées aux provinces soient suivies par les moyens qui permettaient à l'État de remplir ses missions au niveau national. C'est ça d'ailleurs, pour faire court, la définition de la décentralisation. Mais en même temps, nous sommes en train de nous battre. Je vous donne un exemple. On a nommé les administrateurs du territoire depuis novembre 2022. Jusqu'aujourd'hui, dans certaines provinces, ils n'ont encore rien reçu, ni de l'État central, du pouvoir central, du gouvernement central, ni des gouvernements, des exécutifs provinciaux. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans la province du Congo central. Le problème de sécurité à Matadi, j'espère que nous allons en parler. Mais vous prenez par exemple la Kouilongongo. Pour que l'AT du territoire de Mbanzangungu puisse se rendre à Kouilongongo, même s'ils ont, je crois, 2 jeeps de police,
dont ils ont été dotés il n'y a pas longtemps, ils n'ont pas les moyens tous les jours de le faire. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fonctionnement. Comment on peut nommer des gens, on leur donne des fonctions qui sont des fonctions sérieuses, administratives, c'est-à-dire après le pouvoir central, le pouvoir provincial, l'exécutif provincial, vous avez les entités d'en bas et vous remarquerez même que même les cités aujourd'hui ne sont pas gouvernées, donc les moyens ne suivent pas, les entités ne savent pas fonctionner. Donc tout ça, il faut faire en sorte que ça marche. Alors nous proposons, en sus de cela, j'ai initié un caucus qu'on appelle caucus des élus des villes, parce que vous avez entendu parler du programme de 145 territoires. Là encore, j'espère que nous allons en parler. Nous avons créé un caucus des élus des villes. Nous sommes, au total, nous sommes 92 députés au sein de l'Assemblée qui représentons les 33 villes qui comptent la République démocratique du Congo, et il y a à peu près une vingtaine qui sont actifs. Et vous verrez que dernièrement, nous avons été reçus par les PCA et les DG de l'OVD, parce que nous sommes allés parler de nos entités. Nous allons développer ça, je pense, plus tard. Donc, les réformes, nous sommes en train de le préparer. Je vous dis déjà que j'ai l'accord ou j'ai presque l'assentiment de certains de mes collègues qui ont toujours pensé à ça aussi. Vous avez le professeur Anjoli et le professeur Sakata, par exemple. On va toujours rester dans les élections. Ça paraît un peu bizarre. Vous êtes aussi député provincial, mais vous avez 0 voix. Où était partie votre voix? Où était partie ma voix? Ma voix s'est échappée de mon sac et a suivi l'odeur des dollars. Voilà, je n'ai pas une autre façon de les représenter. Non, nous pensons que demain... Qu'est-ce que vous avez fait avec votre suppléant? Parce que vous ne siégez pas, c'est votre suppléant qui est là. Automatiquement, l'honorable Diokoussou est élu, est sorti avec 0 voix. Mais pourtant, vous avez une voix. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu le temps de chercher à savoir où était partie votre voix et quelles sont les relations entre vous et votre suppléant. Nous sommes dans la ville de Matadi. C'est une très très bonne question parce qu'il y a des faussetés qui ont été dites sur cette question. Je le regrette parce que moi, je n'ai pas fait mon choix au hasard. Je n'ai même pas suivi ce que me disaient déjà certaines personnes au sein de notre communauté. Et moi, j'ai décidé, en faisant la politique, d'être un homme juste et surtout quelqu'un qui ne va pas privilégier sa famille. Donc, je n'ai pas choisi un membre de ma famille hier. Je ne le ferai pas aux prochaines élections. Donc, j'ai choisi quelqu'un que j'avais jugé à son temps sérieux, qui pouvait non seulement remplir son rôle de député, mais également d'être mon partenaire en politique. Il a fait son choix, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas moi je ne cesserai de le dire. Je peux vous produire des émissions où je l'ai dit quand j'ai présenté ma démission au président de l'époque, en janvier 2012, j'avais présenté ma démission en disant que comme ce président-là dans notre province, le président de l'époque n'avait pas fait de bons résultats et que c'était pour la deuxième fois d'abord avec Sassali Toumba et deuxièmement avec Mbachi et moi-même. Donc j'avais décidé de présenter ma démission. Ça existe, je l'ai dit sur la RTNC nationale. Donc moi je ferai de la politique comme j'ai appris la politique. Donc je dis, je ne suis pas seulement politicien. J'ai l'habitude de le dire à Lingala, ma malchance Nabango, c'est que Nazara a politicien en pratique, qui a pratiqué, mais Nazara est politicien en théorie. Donc je vais continuer à faire comme mes professeurs me l'ont appris, la science politique. Je vais continuer à être un homme sérieux. Et donc même aux prochaines élections, je ne prendrai pas quelqu'un de ma famille, ni mon épouse, ni mon cousin, ni ma cousine, ni ma tante. Donc ça m'a choqué à l'époque, mais j'avais tout maîtrisé parce que je savais, j'ai facilement vécu ces chocs parce que je savais déjà qu'il n'était plus avec moi. Mais ce n'était pas de tous ces députés
provinciaux, ce n'était pas celui qui m'était le plus proche. Celui qui m'était le plus proche, il le sait lui-même, pour qui je suis un idole, selon lui, n'avait même pas voté pour moi. C'est ça, c'est ce que j'appelle... Vous avez cherché à connaître la cause. Les élections ainsi dollarisées font qu'on n'a pas forcément... La composition politique de l'Assemblée ne se traduit pas forcément dans les urnes. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez cherché à connaître les causes? Je viens de vous dire, je n'ai pas à répondre. Les causes pourquoi votre suppléant n'a pas... Parce que les élections de gouverneurs en République démocratique du Congo, parce que les élections de gouverneurs en République démocratique du Congo sont lamentablement corrompues. Et moi, je suis député, je suis en train de réfléchir. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Demain, je souhaiterais que le président de la République nomme les gouverneurs, mais au prorata des résultats électoraux et seulement au sein de l'Assemblée provinciale, comme en France, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la configuration que nous avions en 2019, on allait nommer un gouverneur du PPRD, le président de la République va le nommer sur proposition de la majorité, et on prend pas plus de 30% de l'Assemblée va aller au gouvernement pour gérer la province au quotidien. C'est-à-dire quoi? Nous avons 41 députés nationaux, plutôt nous avons 41 députés provinciaux, c'est-à-dire 37 élus et 4 cooptés. Nous aurions aujourd'hui un gouvernement de 12 ministres. Donc en France, on les appelle les adjoints au président des régions, les adjoints au président du conseil régional, ce qui ressemble un peu à nos districts, à nos anciens districts, ou les adjoints au maire de la ville de Paris ou d'autres communes. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas élu, vous ne venez pas, la majorité constitue son gouvernement, et le président du conseil régional, en réalité, c'est lui qu'on appellerait ici gouverneur, et à côté de lui, c'est très important, à côté de lui, il y a le représentant de l'État. Or, aujourd'hui, les gouverneurs et l'élu le plus important au suffrage indirect, et il a une double casquette. Il a plutôt une deuxième casquette, c'est-à-dire qu'il est aussi le représentant de l'État. Et ça fausse tout, parce que les intérêts de l'État et les intérêts de la population peuvent être contradictoires. Merci beaucoup, honorable de Koussou. On va prendre la situation politique actuelle dans la province du Congo central. Jean-Claude Vemba, président de l'Assemblée provinciale, démissionne après la pétition de députés provinciaux. De mandat, on aura 3 présidents au niveau de notre Assemblée provinciale. Quelle lecture faites-vous quant à ça? Ma lecture de la situation de crise institutionnelle récurrente dans notre province, je suis choqué, je suis déçu. C'est comme je viens de vous le dire, la charpente institutionnelle au niveau de la province, au niveau provincial, a été, en ce qui concerne les provinces, en ce qui concerne les institutions provinciales, cette charpente a été mal montée. En fait, c'est Kinshasa qui a voulu, par ces institutions, récupérer la situation, contrôler la situation dans nos provinces. Malheureusement, ici chez nous, vous le dites vous-même, nous avons, je crois, eu 3 gouverneurs, 2 titulaires et un intérimaire. Aujourd'hui, nous allons vers un 3e président pour un mandat de 5 ans. C'est quand même trop. C'est vous dire, ce ne sont pas ces individus qui les animent aujourd'hui qui en sont responsables. C'est ainsi que notre charpente
c'est ainsi que nos institutions sont les institutions provinciales en République démocratique du Congo sont montées de telle façon que on ne peut qu'aboutir à ce genre de situation. Je vous donne un exemple simple. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est président de l'Assemblée provinciale, il a son fils parfois au gouvernement, il peut avoir son fils à la DGRKC sur recommandation, quitte à être même numéro 2 de la DGRKC, ils ont droit à toutes les fonctions. Mais surtout, le fait que les députés provinciaux et des membres de leur famille dans le gouvernement provincial, mais c'est grave, comment va se faire le contrôle? Et vous verrez que les contrôles, or l'une de notre missions des assemblées, en tout cas parlementaires, c'est d'être, de contrôler le gouvernement et de voter les budgets. Mais comment on peut le faire tranquillement? Vous êtes membre, président d'une commission donnée, ou membre d'une commission donnée de l'Assemblée. Vous avez votre fils ministre, ou comme on les appelle, certains d'entre eux abusivement commissaires provinciaux. Mais comment vous allez contrôler le gouvernement? Et comment voyez-vous tout justement... est biaisé. Ouais. Alors, Ouais. pour revenir à la situation actuelle, Oui. c'est un retour de la manivelle en ce qui concerne le président qui vient de partir, non seulement parce que par des moyens moins catholiques ou protestants, on avait fait partir Mutamatusila et on a utilisé le même moyen pour faire partir celui qui était le comploteur général. Aujourd'hui, on accuse le député d'avoir pris l'argent pour le faire partir. On met en cause telle ou telle autre autorité provinciale, mais quand on a été soi-même à la manœuvre pour choisir l'équipe, l'exécutif provincial actuel, on n'a qu'à s'en prendre à soi-même. Honorable Deyokoussou, on peut parler que Jacob Wemba est sorti tête haute avec cette démission avant que l'Assemblée puisse voter. Mais est-ce que vous avez lu cette pétition? Lui-même nous dit, je ne voudrais pas ici polémiquer, je veux parler de choses positives. Il est sorti tête haute, oui. Non, moi je considère que pour nous qui regardons de loin, nous sommes choqués. Mais pour eux qui sont à l'intérieur, c'est un jeu auquel ils se livrent par rapport au moment qui leur est favorable ou pas. Il faut parler avec les députés provinciaux. Moi, je les ai côtoyés, je les ai pratiqués avant les élections. Je sais de quoi je parle. Et puisque vous avez parlé des élections tout à l'heure, on n'a pas dit. Moi, j'avais déjà été retenu comme candidat de l'Union sacrée. N'eût été des circonstances que tout le monde peut se rappeler ici, moi j'aurais peut-être été certainement élu parce que j'avais dit, si je ne suis pas seul comme candidat, je ne vais pas aux élections. Parce que je sais que les gens viendront avec l'argent. Ça, c'est une parenthèse. Mais je vous dis, vous êtes choqués. Mais les députés provinciaux, croyez-le-moi, vous avez vu un deuil dans la ville ici parce que leur président est parti. Dans un pays sérieux, on aurait des gens qui sont en train de pleurer leur président parce que nous dit-on, il était très populaire. Je vous dis simplement que c'est un ami à moi. Mais quand on se comporte d'une certaine façon, il faut attendre simplement que la salive qu'on avait jetée en haut puisse vous retomber dessus. Et voilà les résultats. C'est dommage parce qu'on va encore prendre du bêtement du retard, je vous dis, parce que les moyens, nous sommes dans une province où on plus ou moins, bon an, mal an, qui sont plus ou moins à 2 500 000 $. Et croyez-le-moi, monsieur le journaliste, il y a des provinces qui ne font que 20 000 $ en ressources propres. Quand vous prenez la rétrocession, puisque selon l'honorable Guilain Panzou, qui était mon ancien ministre des Travaux publics, pour notre province, dernièrement, a reçu plusieurs fois 829 millions de francs congolais en matière de rétrocession. Quand vous mettez les deux, vous avez à peu près 3 millions de $. Et quand vous ajoutez les 150 000 $ venant du péage, c'est qu'on nous donne malheureusement, nous tous, les autorités provinciales, c'est-à-dire
nous tous les hommes politiques de la province du Congo central, nous avons accepté de baisser notre culotte devant le pouvoir de l'argent, notamment en ce qui concerne l'argent du péage. Moi, je suis fier parce que j'en suis l'un des bâtisseurs, je suis l'oncle de notre péage et vous pouvez vérifier. Je n'ai pas pris des enveloppes, je n'ai pas pris ceci ou cela. Je vous assure, j'ai refusé même des enveloppes quand on me les donnait. Donc, je dis que nous avons baissé notre culotte et mais aujourd'hui, la province a plus ou moins, quand tout est payé en ressources propres, je me répète, 2 500 000 $, je sais qu'il peut y avoir des nantissements de recettes, je reconnais un certain nombre de dépenses qui sont faites pour l'intérêt de la province, parce que je ne veux pas parler comme un homme de la rue. J'ai été plusieurs années, 8 ans, vice-gouverneur et presque 10 mois gouverneur AI. Je sais de quoi je parle et je suis l'un de ceux qui ont toujours prôné à appliquer la bonne gouvernance dans notre pays. Je vous signale, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis là, avant que l'IGF ne devienne à la mode. En 2012, j'avais fait venir dans ma province l'IGF pour contrôler la DGRKC. Donc, je vous dis simplement que nous avons suffisamment de moyens pour bâtir un Congo central plus ou moins prospère. Donc, là où il y aura non seulement la cohésion provinciale, parce que ça ne sert à rien de parler de la cohésion si c'est pour faire une cohésion ou un regroupement de malfaiteurs contre la population. Donc la cohésion serait bonne si on se met ensemble, parce qu'il y a des hommes d'expérience. Si on n'appelle pas Deon Koussou, il faut appeler Simon Floribert Mbachi Bacha, parce que ça est parti. Mouta Tchassa de Reuse Mémoire est parti, Mouta Fouka de Reuse Mémoire est parti, Mouta Mbadou, Jacques Mbadou Sitou de Reuse Mémoire est parti. Il ne reste plus que Mbachi Bacha et Deon Koussou. Et Mbachi Mbachi Bacha n'a pas été un petit gouverneur, mais parce que les périodes de troubles ont commencé avec Atouma Toubouana. Moi je suis de Banzangungu comme lui, vous savez, moi, je suis un homme sérieux. Et je me rappelle quand j'étais au gouvernement. Vous jugez vous-même, au lieu de la population. J'étais malade. Vous pouvez prendre votre micro et sortir dans la rue. Vous aurez vous-même les résultats. Même quand j'étais au gouvernement, et je peux vous le dire aujourd'hui que je n'ai pas sollicité le renouvellement de mon mandat au gouvernement national à cause des problèmes de ma province. J'étais à la limite, par mes propres frères Bakongo, blâmé, alors que moi je ne disais que la vérité. Ce n'était pas pour que je revienne. Oui. Et je vous le signale, quand moi je parle de la province, je vais le dire ici aujourd'hui, en regardant notre population dans les yeux et avec un peu de larmes dans mon cœur. En décembre 2021, janvier 2022, j'ai failli, il y a eu un complot d'assassinat contre moi. Malheureusement, l'auteur de ce complot, quand il est allé recruter des assassins pour m'assassiner, c'était mon Congo. Quand il est allé prendre des assassins pour m'assassiner, j'ai fait exprès cette tautologie, ces tueurs pour m'abattre. Quelqu'un d'entre eux a eu, après un entretien avec ses amis, il a dit « Nayebi moi na Mumbalio depuis le ministère de l'Intérieur, tout ça l'angoté ». Et à cet homme, on lui a dit « N'osez pas, parce que sinon tu auras affaire avec nous ». Et je suis allé en Kamba, moi-même, je le dis moi-même, je ne le dis à personne, je le dis à moi-même. Je suis allé en Kamba le 6 avril 2022. En avril 2022, je suis allé en Kamba pour voir le chef spirituel et lui donner le nom de cette personne. Il était question qu'on se voit. Malheureusement, il avait quitté rapidement le 5 avril 2022 Kamba parce qu'il ne voulait pas me rencontrer. Donc c'est pour vous dire, pour le Congo central, moi je suis prêt à mourir. Très bien, merci beaucoup. On va revenir justement avec la décision de Jacques Odouemba. Dans ses propos, il a cité le nom de gouverneur qui serait derrière, en tout cas, la pétition initiée par le groupe des 30 députés pour sa démission. Les effets de Makassou Tsamba Tondolo a produit
Est-ce qu'on peut le dire dans ces termes? Mais vous êtes un journaliste intelligent. Qu'est-ce que je peux encore ajouter à ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que je peux répondre à ce que vous venez de dire? Donc les effets, vous avez dit Safou, Tondolo, Makasu, c'est ça qui fait un peu désordre. Et malheureusement, à cette occasion, on avait vraiment attaqué notre frère Mouta Diomi, alors qu'il avait dit des choses graves se sont passées ici. Dans un pays, sous d'autres cieux, si les autorités au niveau national avaient toutes ces informations. Rappelez-vous, en 2019, après l'élection des sénateurs, le président de la République avait refusé son accord pour la publication de la liste des sénateurs. Vous pensez que s'il avait toutes les informations que nous avons eues, que vous avez vécues, sur ce que vous avez vécu ici, est-ce qu'on aurait... qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu ici comme blâme venant de la présidence de la République? Donc vraiment, moi, sur cette question, je vous dis, on n'a pas de preuves, nous n'avons pas de preuves de ce qu'a dit le président dont vous venez de citer les noms. Moi, je dis simplement que ça n'est pas bien et tout ce qui s'est passé empêche une bonne gestion de la province, ipso facto, le bon développement de notre province, le développement de notre province que nous attendons tous, parce que l'administration est faite d'une certaine façon, le contrôle d'une certaine manière, donc on ne peut pas au bout avoir le développement. Parce qu'il ne faut pas seulement penser que demain on construit le stade, ça sera bon pour les élections, quelques routes par-ci par-là quand c'est à Matadi, parce qu'ailleurs on ne voit presque rien, quelques écoles à gauche à droite. Il y a autre chose, les erreurs que nous avons commises, peut-être même des fautes graves que nous avons commises. Moi je ne souhaiterais pas que ceux qui nous ont succédé puissent faire les mêmes erreurs. La preuve, quand l'exécutif que j'ai soutenu en 2019 a été, quand les candidats à la tête de la province en 2019 que j'avais soutenu ont été élus, après leur élection, moi j'étais venu ici pour parler, j'avais parlé déjà avec le gouverneur, mais j'étais venu exprès parler avec le vice-gouverneur de l'époque, M. Justin Luemba, et comme aussi j'avais tenté de parler avec notre frère Nerombo à Kinshasa, parce que je pense que nous avons de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec l'argent et tout. La preuve, c'est que j'avais acheté mon billet et j'avais pris cette route dangereuse, la nationale numéro 1 jusqu'à Matadi, et je suis reparti avec mon carburant. C'était pour vous dire que je ne fais pas seulement les choses comme tout le monde l'attend. Et ça, je crois que je vais faire une blague. C'est Fali qui l'a bien compris encore dans sa chanson, dans son album. Apparemment, vous aimez bien le musicien. Mais parce qu'il a dit que Dieu a plus soif de servir les autres. Parce que vous pouvez faire 368 km pour venir parler à un frère en prenant des risques, puisque la nationale numéro 1, c'est une route dangereuse. Vous mettez votre carburant, vous ne demandez rien et vous rentrez à Kinshasa. Vous appelez les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa. Vous voulez faire la même chose, mais il tergiverse et finalement, il finit même pieds nus dans les rues de Kinshasa. Très bien. Je ne l'injurie pas, je le salue ici. Néron Mungu Fumabanga Moe. Je rappelle que vous étiez aussi gouverneur, comme vous l'avez dit tantôt aujourd'hui. Si on vous demandait peut-être de faire une étude comparative entre la gestion que vous avez faite au niveau de la tête et l'actuelle gestion. Une étude comparative. Si je fais cette comparaison-là, on va dire qu'il commence à donner des leçons. Nous n'avons pas été toujours bons, mais je pense que depuis que la province du Congo central existe, je vous le dis sincèrement, aucun gouverneur n'a dirigé sa province comme l'avait fait Mbachi Bacha. Il n'y a même pas de bémol, mais en même temps, je vous dis qu'il était accompagné par un bon vice-gouverneur. Pourquoi je dis ça? Quand nous composons notre je parle là comme un territorial, parce que tous les gouverneurs ne sont pas des territoriaux. Quand j'arrive, je ne suis pas seulement diplômé d'université. Quand j'arrive
J'ai déjà fait un stage dans une commune. J'avais déjà fait un stage dans une commune en France pendant 3 mois auprès de M. Hugues Portelli, un autre professeur en sciences politiques que je connais, qui est le directeur de thèse de professeur Toussaint Chilombo. J'arrive ici, je suis conseiller au ministère de l'Intérieur pendant 9 mois, ce qui correspond à une année académique. Après cela, je suis nommé vice-gouverneur. Mais quand j'arrive dans la province, je trouve un grand territorial comme Sassa Ditumba, ancien maire de Likasi, ou de Kolwezi, je crois, de Likasi, ancien directeur de province, ancien maire de Boma, si ma mémoire est bonne. Vous voyez l'expérience? Et moi, au cabinet où nous arrivons, où nous venons, quand nous débarquons, quand nous sommes élus, Moutambachi et moi, je fais venir à Matadi, à nos côtés, Mouta Nzazi. D'heureuse mémoire parce qu'il vient de nous quitter. Il était encore récemment mon directeur de cabinet au ministère chargé des relations avec le Parlement. Je vous donne simplement les CV de Mouta Nzazi. Diplômé de l'École nationale d'administration et de droit, que vous connaissez, dirigé un moment par un certain Etienne Tshisekedi, Wamulumba, que j'appelle moi Muntu Mukwa. Vous ajoutez à cela, il a été sa première fonction, Mukongo, ses premières fonctions AT de Kassongo, dans le Maniema. Il a été maire adjoint de Bukavu, chef de division au Kivu. Aujourd'hui, à l'époque, c'était dans l'ancienne configuration du Grand Kivu, au fait. Il a été directeur au ministère de l'Intérieur, secrétaire général au ministère de l'Intérieur, membre de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, président. Et quand moi j'arrive au ministère de l'Intérieur en 2003, il est président de la commission budgétaire au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la commission auprès de laquelle toutes les provinces venaient défendre leur budget avant la création, la mise en place des assemblées provinciales. Il devient notre Dirkaba. Et Moutambachi me le disait toujours, des vices, parce qu'il m'appelait toujours vice, si vous n'étiez pas venu avec ces messieurs, on aurait eu des problèmes. Donc, même dans le recrutement du personnel, quand je vous dis Moutambachi, parce que je vais vous dire, Moutanzazi ne pouvait pas vous laisser au bureau pendant 3 mois sans itinérance. Il allait vous le rappeler parce qu'il a eu à contrôler les anciens gouverneurs et que Mobutu virait les gouverneurs parce qu'ils n'avaient pas fait l'itinérance. Il allait vous dire, votre gestion, je vois que les ministères n'ont pas leurs frais de fonctionnement. Je pense que ce que vous avez promis, quand nous revenions des itinérances, le cahier de charges de la population, il les gérait avec nous, parce que c'est aussi lui qui gérait notre FCR et que de temps en temps, il devait nous rappeler à l'ordre. Revenons maintenant avec la gestion actuelle du nouveau gouverneur de province. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a pas aussi de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. Et si nous pouvons retenir de bonnes choses pour cette gestion du nouveau gouverneur, ça serait, et puis si il faut revenir avec les mauvaises choses, ça serait... Je vous dis une bonne chose, parce que moi je suis un démocrate, on ne peut pas... je me suis battu pendant 20 ans contre la dictature de Mobutu. J'étais dans l'UDPS, quand l'ancien président dont vous avez parlé était au NPR, ça je crois que je l'ai déjà dit, donc au NPR on ne se battait pas pour la démocratie. Je ne peux pas, moi, m'être battu et aujourd'hui de ne pas avoir de langage démocratique. Le langage démocratique, ça signifie dire les choses vraies quand elles sont vraies, fausses quand elles sont fausses. Et que les oreilles qui nous entendent aussi acceptent ce que nous disons parce que nous ne sommes pas eux ou eux ne sont pas nous. Je vous dis, par exemple, que le gouvernement actuel, à l'initiative certainement du chef de l'exécutif, pour accompagner la gratuité de l'enseignement, paye 30 000 francs à chaque enseignant du primaire. Ce n'est pas encore étant... Parce que la gratuité, c'est l'enseignement primaire. Et ils ne sont pas moins de 20 000. Vous voyez que moi, j'ai les informations sur la province. C'est une bonne mesure
social. Mais si on avait aussi 40% de nos recettes à caractère national, je pense que ça ne se ressentirait pas dans notre budget. Mais je crois que c'est une mesure importante. En même temps, je vous rappelle aussi qu'à mon initiative, le couple Mbatchi et de Yonkusu avaient payé à 2 reprises les frais de participation aux examens d'État, soit 60 000 $ en 2007, quand nous arrivons, à mon initiative, et l'année qui avait suivi, on avait payé la moitié. Donc des mesures comme ça, dans le cadre des attributions qui nous sont confiées, malheureusement, on nous a confié que des attributions en ce qui concerne les PST, mais les moyens ne sont pas venus. Je pense que c'est une mesure qu'il faut applaudir. Vous voulez que je prenne une mauvaise décision? De la gestion du nouveau gouverneur. Je suis mal placé pour le juger. Et comment jugez-vous maintenant sa gestion? Vous étiez également à la tête de la province. Mais c'est ce que vous avez parlé plus du bon côté, mais vous avez refusé de parler de mauvais côté. Et pourtant, on peut à partir de mauvais côté pour faire du bon côté. Non, je pense que s'il a besoin de mes conseils, il a mon numéro. Moi aussi, j'ai le sien. Je crois que vous nous avez vus ensemble il n'y a pas longtemps. Et nous avons eu presque une séance de travail. Ça, c'est entre lui et moi. Les autres vont juger à leur manière. Mais moi, si j'ai des choses à faire, si j'ai des choses à dire, je les lui dirai personnellement, comme le problème d'insécurité. On ne doit plus laisser ça seulement à l'exécutif provincial, mais nous avons aussi de l'expérience. Et puis, n'oubliez pas que quand nous avons géré cette province, nous avons été avec des personnalités venues de partout et qui sont de plusieurs services. Je vous donne un exemple aujourd'hui, le général Raus, qui avait géré avec nous, est devenu vice-gouverneur, je crois, de Ituri, si je ne me trompe pas. Et il y a d'autres gradés dans l'armée comme dans la police qui sont maintenant ailleurs, qui peuvent nous donner un coup de main dans la province. Donc ça, ce sont des gens qui sont des autorités passées, peuvent, si ils sont contactés. Malheureusement, dans ce qui s'est fait au Congo, même quand vous rencontrez, on a même des collaborateurs qui refusent, par exemple, de diffuser des photos qu'on vous a pris ensemble, et des choses comme ça. Moi, bon, vous savez, moi, je suis d'abord, je suis un démocrate et en plus, je suis d'abord un Etienno. Très bien. Un Etienno Tshisekedi avant d'être Félix Tshisekedi. Avant que nous puissions... Je regrette des choses comme ça. Avant que nous puissions parler de l'insécurité, vous inventez de votre gestion à la tête de la province. Êtes-vous fier aujourd'hui du stade Lumumba? Je veux vraiment dire qui a dit. Si moi j'étais resté gouverneur, ce stade n'aurait pas fait 6 mois sans... j'aurais fini l'ère des jeux et les tribunes en 6 mois. J'aurais terminé ça. Attendez. Oui. Et puis, il nous serait resté comme problème à résoudre le parking. Donc voilà. Parce que beaucoup de gens, vous voyez, je sais où vous voulez en venir. Je suis d'abord, c'était une grâce pour moi d'être à l'époque un élu du Congo central et surtout Matadian, comme je le suis encore aujourd'hui, et que le gouverneur, voilà là où je salue le gouverneur Mbatchi Bacha, me donne l'opportunité de m'illustrer dans une œuvre aussi grandiose. Et je suis historien de formation. Donc je voyais non seulement le présent, mais je voyais aussi le futur. Papa, mon frère, on vous donne l'occasion de construire le stade, vous vous refusez, ou vous prenez cet argent, vous êtes qui? Je vous donne l'histoire du stade. Dans le cadre de chantiers qui devaient se faire dans la province du Congo central, je vous prends les routes, c'est Tsangouluyeye, Bouima, Morgue, je vous prends Commanda Stress, un peu plus haut là-bas, je ne me rappelle plus exactement le nom de cette route, Commanda Stress à l'époque à Minkondo. Je me suis battu pour la construction du péage, je me suis battu pour ces routes-là. Mon gouverneur a été en première ligne et nous avons obtenu 10 km dans la ville.
Très bien. Donc, permettez, on a construit ces deux choses. Mais aussi, nous avons eu comme projet le stade, pour revenir au stade. Oui. Alors, moi, je vais signer. Je suis accompagné de mon ministre des Travaux publics, Guilhem Panzou. Quand je deviens, on fait la mise en place, le gouverneur Mbach est là. Nous faisons la mise en place du chantier. Ben, moi, de Yonkous, je suis vice-gouverneur. Je deviens gouverneur AI. Je me suis dit, waouh, la providence est là et on me donne l'occasion de ministrer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de l'appel que j'avais fait, l'invitation que j'avais envoyée à l'UGF de venir auditer ma régie financière pour voir s'il n'y avait pas de soucis, d'abord en ce qui concerne les compétences, c'est ce qu'on appelle l'audit de performance. Et ce n'est qu'après que j'avais décidé de faire l'audit de gestion. Parce que ce que les gens ne savent pas, ceux qui sont à l'extérieur, c'est que moi je vois, à l'époque nous avions, je crois, 1,3 milliard, 1,4 milliard, on arrivait à 1,5 milliard, à peu près 1,5 million à l'époque, en ressources propres. Et on avait 1 milliard en rétrocession, ETD y compris, dans les 1 million de dollars. Hein, c'était 1 milliard. Le dollar était à 92. 100 dollars, c'était à 92 000. Alors, j'ai fait cet audit-là parce qu'en même temps, j'étais en train de rembourser les dettes que, heureusement, nous avions prises avec Moutambachi à l'époque. Cela veut dire quoi? Les dettes que nous avons contractées à l'époque. Alors, cela veut dire quoi? C'est que nous avons acheté, vous verrez qu'il y a une suite dans les idées. Il y a une relation. Nous avons acheté à l'époque des équipements pour nos hôpitaux. Même les instruments dans les salles d'op, il n'y avait pas dans la province. Quand je parle des équipements, c'est-à-dire vraiment des histoires élémentaires jusqu'à la radio, la radiologie, nous avons acheté ça. Dans la plupart de nos hôpitaux, dans chaque territoire. Moi, je suis allé à Mangembo, je suis allé à Songololo, et ainsi de suite. Donc, nous avions pris un emprunt de 2 millions de dollars à l'époque. Ça nous avait coûté 2 200 000 et quelques. Moi, j'étais en train de rembourser. Mbout avait remboursé une partie. Vous voyez? Et d'autres dépenses. Alors, non, c'est une réflexion générale. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis en train de payer le nantissement de nos recettes, c'est-à-dire quand on nous paye telle taxe ou tel impôt, ça va au remboursement. Donc il ne me reste plus suffisamment de moyens pour gérer la province. Et nous avions une enveloppe salariale à l'époque de 600 millions de francs congolais, donc à peu près 600 000 dollars de l'époque. Vous voyez dans ce que je vous ai donné comme recette. Donc j'ai fait cette opération-là pour que je puisse voir comment renflouer mes caisses et donner ne serait-ce que par mois 500 000 dollars à Zengwei, qui avait déjà construit un stade au Congo-Brazzaville, à Zengwei, pour que notre stade, vous savez que cette entreprise s'était vraiment installée ici. Alors, quand arrivent les élections du gouverneur, l'élection du gouverneur, je ne suis pas élu. Toujours de la même manière. La majorité décide, le chef de la majorité, l'argent vient ici. Vous avez vu vous-même des documents publiés après, signés même par ceux qui géraient la province. Si on était sous d'autres cieux, on aurait même annulé ces élections, même à faire traduire certaines personnes en justice parce que la corruption était flagrante avec des traces, avec des preuves. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis parti. Et finalement, c'est enfin... la construction du stade devient maintenant une source de coopération. On nous fait source de coopération. Mais papa, comment voulez-vous que nous sommes l'État? Oui. L'épouse du chef de l'État passe ici, vous défend votre dossier. Moi, je suis au gouvernement. Et je vois comment le président de la République est en train, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se faire des soucis pour nos propres équipements. Mais quand cela arrive dans la province, on va prendre l'argent d'un privé,
PPP. Or, moi, l'expérience, si c'était moi, à l'époque, même aujourd'hui, j'ai déjà vécu de mauvaises expériences, notamment la construction de l'Assemblée provinciale, qui, je vous dis, à tout moment, peut s'écrouler. Il y a eu un montage de ces gens, partenariat public-privé, je sais comment on avait fini. Très bien. Là, apparemment, cela avance. Et moi, je vous dis que je n'aurais pas construit ce stade en étage. J'aurais simplement pris les ronds-points, les grands ronds-points que nous connaissons. Je les mets sous le stade, entre parenthèses, sous le parc de Prince, des véhicules passent. Et j'aurais mis là où on vend de la braise de l'autre côté. Je vous assure, j'aurais dévié cette route-là pour créer des parkings et acheter. On nous avait demandé d'acheter 3, 4, 5 rangées de maisons pour créer des parkings. Parce que pour que demain on puisse utiliser ces stades pour une certaine catégorie de compétition, il faut que le stade puisse remplir les normes. Et ce n'est pas seulement le terrain, ce n'est pas seulement l'aire de jeu, ce n'est pas seulement les gradins, mais aussi les parkings. Ça, c'est très important. Donc, pour le stade, je suis vraiment triste et je présente mes excuses. J'ai dit pardon à la population du Congo central en général, à celle de Matadi en particulier, mais croyez-le-moi, je n'ai jamais été fautif. J'ai tout fait pour que ce stade puisse se construire. Malheureusement, j'étais parti. Mais permettez. Je vous relève cette question parce que ça prend un peu du temps. Vous n'étiez même pas là. Je vous relève cette question parce que ça prend un peu du temps. Honorable Deyokusu, rappelez-vous, vous avez dit cette fois-ci, on ne va pas mettre la première pierre, on va aller au-delà. 1000 pierres. Où vous avez tiré votre conversion? Était tiré d'où? Partant de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous vous êtes battu pour la construction de ce stade Lumumba. Et après, vous êtes parti, le stade est resté comme tel. Mais d'abord, on aimerait savoir d'où est venue la motivation. Donc vous avez rassuré aux Matadiens que cette fois-ci, on ne mettra pas la première pierre, mais on va aller au-delà de 1000 pierres. Mais d'où j'étais qui quand j'ai lancé ces travaux? Quand nous avons lancé ces travaux, j'étais vice-gouverneur. Le vice-gouverneur du gouverneur Mbachi. Je suis devenu moi-même gouverneur AI et en matière de finances publiques provinciales. Vous savez que pour gérer une province, nous avons les ressources propres. Je vous ai donné les détails tout à l'heure. Nous avons aussi les ressources qui nous viennent de Kinshasa, qu'on appelle rétrocession, un terme que je n'aime pas beaucoup parce que dans la Constitution, ça n'est pas dit rétrocession, mais c'est dit retenir la source, je crois, article 175 de notre Constitution. Donc si on avait les moyens, je me rappelle même bien le gouverneur Mbachi à l'époque disait « Déo, moi je vais partir parce que les 40% que nous avons reçus, qu'on nous avait promis, ne sont pas arrivés. » Donc moi, j'étais sûr. À l'époque, déjà, nous étions sûrs que les 40% n'allaient jamais venir. Oui. Il fallait maintenant mettre l'accent sur la rentabilité, entre guillemets, les performances de notre régie financière. Pourquoi je vous dis ça? Quand nous arrivons au Boutamba-Tchima, nous n'avons que 500 millions. C'est quand nous allons voir la FEC et nous obtenons la taxe à l'embarquement et au débarquement que nous atteignons de 1 million 300. Donc c'est pour vous dire que quand je l'ai dit, j'ai tous les éléments, les tenants et les aboutissants. C'est ce qui a fait que le temps que j'ai pris pour redresser la régie financière, n'oubliez pas, hein, quand moi je prends la province, nous sommes à 1 milliard 300, 1 milliard 400. Quand je quitte, suite à cette enquête que j'avais faite et les réformes en matière de ressources humaines, les nominations, nous avions atteint pour la première fois 1 milliard 800. Très bien, merci beaucoup, honorable Deyokusu. Je rappelle que vous êtes député national, mais également député provincial, ancien gouverneur, vice-gouverneur, ministre des Relations avec le Parlement. Vous êtes avec nous. Sur ce plateau, nous courons justement derrière les temps parce que les temps nous est imparti. On va clôturer ces dossiers du stade Lumumba. Pensez-vous que les nouveaux gouverneurs pourra terminer ce stade de Lumumba? S'il ne le termine pas, il ne l'aura pas fait exprès. Mais je vois qu'il y a des efforts qui sont faits. D'ailleurs, pour une fois que je vais parler de mon suppléant en termes positifs, je l'ai vu en Afrique du Sud et au stade aussi. Il est allé voir ce qu'on avait fait là-bas. Donc je pense que si la population pourra retenir un jour que Deyokusu avait choisi
un suppléant et que ce suppléant-là avait travaillé même à 0,5% seulement. C'est cette histoire de stade et je vois comment ça avance. Et je vous rappelle, puisque je parle de l'Afrique du Sud, à mon initiative, avant de construire ce stade, avant la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, j'avais moi demandé que le gouverneur Mbachi puisse me confier son fils, qui est un homme d'affaires, qui avait étudié en Afrique du Sud, pour aller voir le stade qu'on avait construit là-bas. Vous n'avez jamais vu une seule photo. Oui. C'est pour vous dire que ceux qui ont déjà à ça là, pour ce merci beaucoup. Allez, on va parler un peu de vous. Vous serez candidat aux prochaines élections? Oui, je serai candidat. À quel niveau? Seulement député. Après la mauvaise expérience vécue au niveau national, surtout à l'Assemblée nationale, je pense que je vais revenir dans ma province au sein de l'Assemblée provinciale, parce que je pense que ma présence et celle d'autres personnes qui pensent comme moi, si il est cher à la population de choisir, ma présence est très importante là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine moralité qu'il faut remettre dans la gestion des affaires publiques. Et aussi, je serai candidat conseiller urbain, c'est-à-dire que demain, je voudrais être parmi ceux qui vont élire le maire de notre ville. Donc, peu importe ce que je pourrais avoir gagné comme siège, je resterai à Matadi pour vivre parmi la population de ma ville, celle qui a fait de moi l'illustre inconnu à l'époque, c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. 2006, 2018, toujours député, encore 2023, vous aimerez encore être député. Si la population vous demanderait peut-être qu'avez-vous fait de mandat qu'on vous a donné, quelle serait votre réponse? D'abord, le mandat qu'on m'a donné comme député provincial, c'est ce que je viens de décrire ici avec Moutambachi, le travail que nous avons fait. Moi, je pense que je reconnais. On doit être sincère quand on nous juge. Vraiment, on a fait du bon boulot. Au moins, chaque territoire était touché, avait bénéficié des investissements que nous avons faits à l'époque. Je vous ai parlé notamment des équipements médicaux, les bâtiments que nous avons construits. Le premier bâtiment de l'UQA à Manzangungu, vous ne le savez pas, beaucoup ne le savent, la plupart ne le savent pas. Nous avons construit les premiers bâtiments privés, écoutez-moi bien, les Listem qui sentent. Parce que l'Istem était toujours dans le bâtiment en location. Donc nous avons construit à mon initiative ici, parce qu'en Manzangungu c'était Mbouta, à mon initiative nous avons donné ces bâtiments-là. Nous avons construit des centres de santé, nous avons construit aussi des écoles. Quand il nous arrivait, moi je me rappelle d'avoir réhabilité l'école primaire au secteur de Foubou dans le territoire de Lukula. Le gouverneur m'avait confié cette mission. Nous avons construit beaucoup de ponts et les gens ne se rendent pas compte de cela à travers en tout cas la province, mais la plupart étaient aussi, un grand nombre en tout cas dans les territoires de l'Ouosi qui en avaient vraiment besoin. Et l'itinérance, la population nous a vu circuler dans cette province, ce n'est pas facile. Nous avons voulu avec beaucoup de volonté construire la route qui Santou, Kimvula. Nous avons fait la réhabilitation jusqu'à Ngidinga. Le gouvernement central n'avait pas suivi avec les Chinois, mais on les avait quand même vus là-bas. Donc voilà quelques détails. Et puis nous avons fait des choses très importantes. Rapidement. Du social. Attention. Quand je vous cite les frais de participation aux examens d'État, Moutambachi et moi, nous avons fait soigner avec l'argent de la province beaucoup de personnes. Très bien, je ne pouvais surtout moi dans la ville de Je ne pouvais pas terminer ce chapitre des élections. Il y a une information qui a circulé dans les réseaux sociaux où vous avez dit vous seriez peut-être candidat si seulement c'est que votre femme décide. Est-il vrai cette information? Non, au fait en 2019, quand nous avons, après notre élection, j'étais encore désigné par ma famille politique candidat gouverneur avant ce qui s'était passé, avant que le gouverneur de l'époque fût élu. Et ma femme m'avait demandé de ne pas me présenter pour ne pas subir les mauvais comportements de mes collègues
comme en 2000, en tout cas des députés provinciaux, comme en 2012, et mes sœurs aussi, puisque je n'ai que des sœurs, m'avaient demandé de ne pas me représenter. Et en revenant ici, j'avais appelé le chef spirituel en Kamba pour lui dire que papa, je ne serai pas candidat. Et c'est comme ça qu'on a sorti cette histoire en disant Déo suit toujours ce que dit sa femme. Sa femme. Non, moi je ne m'interfère pas dans les affaires de la chirurgie générale qu'elle a si bien apprise, qu'elle pratique aujourd'hui, en étant même la spécialiste en Bassou. Elle non plus n'interfère pas dans mes affaires politiques, mais ce qui est sûr, quand elle me conseille et que je trouve qu'elle a raison, comme en 2019, je m'étais retiré comme candidat gouverneur après l'élection, mon élection à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Très bien. Il y a d'autres points que nous ne saurons pas même aborder parce que compte tenu du temps, on va prendre spécialement l'insécurité. On vous a vu rendre visite à une dame tuée récemment ici à Matadi. La population, le commun des mortels, se demande, se pose la question. Honorable Diokusu était protégé disparu. Pratiquement ces derniers temps, on vous voit sur le terrain, on vous voit dans les activités. N'est-ce pas vous préparer justement votre élection? Quand, après mon élection, je suis allé au gouvernement, rappelez-vous, moi j'aime toujours expliquer les choses. Le gouvernement fut publié dans la nuit du 25 au 26 août. Et l'affaire Mamimi aussi, il lieu dans cette nuit-là, vers 19 h je crois ici. Et moi j'étais en relation directe avec les autorités de la province parce qu'à l'époque, je me battais pour la réconciliation du gouverneur et du président de l'Assemblée de l'époque. Un conflit est né. Pendant 3 ans, comme gouverneur, je n'étais plus venu ici parce que j'étais au courant qu'on préparait de mauvais coups contre moi. Et aussi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'en 2021, au mois de décembre, j'ai failli être assassiné. Pendant que je me trouvais avec le président au Kasaï, on avait monté un coup ici pour m'assassiner. Dieu merci pourquoi j'étais parti au Kasaï. Donc, vous prenez 3 ans où on ne me voit pas. Il vient cette histoire de l'assassinat. Hein? Mais j'interviens là où j'interviens. Même quand vous ne me voyez pas sur le terrain, je suis dans les interventions à caractère social. Je suis dans les dossiers de la province. Je vais vous en donner un, vous ne le savez pas. Quand nous arrivons au gouvernement, puisque vous êtes un grand journaliste, il y a des dossiers pas d'un PME. C'est 100 millions de dollars, prêt certes à l'offre de la Banque mondiale, mais que le gouvernement congolais a donné en subvention aux PME existantes, petites et moyennes entreprises, aux micro-entreprises et aux moyennes entreprises. Même les mamans qui préparent les beignets dans la ville de Matadi. Et c'était pour la ville de Goma, la ville de Lubumbashi, la ville de Kinshasa et la ville de Matadi. C'est Déo qui, avec le ministre de PME, avait porté ce dossier. Mais c'est moi qui cherche Vital Kamerhe, parce que le gouvernement précédent l'avait laissé déjà sur la table depuis 2018. C'est moi qui porte avec le ministre de l'époque, Justin Kalumba, ces dossiers. Et c'est moi qui appelle le soir même. Je cherche, le président est déjà en partance ou déjà vers Sushi. C'est moi qui appelle Vital Kamerhe pour qu'on fasse signer ces dossiers. Sinon, ça tombait. On m'avait demandé de venir l'exploiter ici politiquement. C'est un dossier qu'il faut porter à l'actif de Déo Kusu. Ce n'est pas moins de 700 à 1000 personnes dans la ville de Matadi qui ont bénéficié de ces dossiers. Est-ce que vous m'avez vu faire campagne auprès d'eux? Merci beaucoup, honorable. On ne pourra pas tout terminer aujourd'hui compte tenu du temps. Un message rapidement à lancer à toute la population de la province du Congo central en général et celle de Matadi en particulier. Je voudrais d'abord commencer par cette affaire d'insécurité qui bat son plein dans la ville de Matadi. Même si je sais que tout n'est pas mauvais, qu'il y a des mesures certainement que les services ont prises, que les dirigeants de la province ont les moyens qu'ils ont déjà engagés. Mais je voudrais ça, il faut encore plus d'efforts. Messieurs les autorités de notre province, les dirigeants de notre province, les services de sécurité, la police, même l'armée, en cas de besoin, les cas échéants,
Pourquoi pas? On peut recourir à l'armée. On le voit aux États-Unis, on le voit en France. Il faut qu'on mette fin à l'insécurité dans la ville de Matadi. Non seulement dans la ville de Matadi. J'ai donné l'exemple ici du territoire de Manzangongo, où dans tel secteur, il y a des problèmes. À Luozi, dernièrement, nous avons eu quelques soucis. Donc, il faut que le FCR, les fonds secrets de recherche, soient mis à la disposition de ceux qui s'occupent de notre sécurité, afin qu'ils fassent leur travail. Nous sommes là, nous n'attendons pas de rémunération, mais nous avons des idées. Ces idées-là, ce n'est pas seulement des Onkusu. Les autres aussi, qui ont déjà vécu dans cette province et ont dirigé cette province, ont des idées sur ce qui peut être fait. Merci beaucoup. Donc, je disais, pour le problème d'insécurité, nous pouvons nous mettre ensemble pour y mettre fin. La population est en train de nous voir diriger, la représenter au niveau national comme au niveau provincial. Je demande aux députés nationaux et aux députés provinciaux d'être dignes de la confiance qu'on nous a faite. Moi, je suis les routes de Matadi, je suis avec l'OVD, comme je vous l'ai dit. Je demande à ce qu'un député, on ne lui demande pas d'avoir les moyens de faire les travaux que l'État doit faire. Dernièrement, avec le budget actuel, nous avons donné des idées, ça figure dans le budget de route que je vous ai cité. Nous espérons les faire grâce aux moyens que le gouvernement central a dans ses comptes. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je voudrais aussi saluer les promoteurs de cette chaîne. C'est un ami, c'est un frère. Honorable, moi je ne l'appelle pas Mantezolo, mais honorable Mantezolo, comme l'appelle Nkaka ni Mwananse. Le sala kambote, bika tata nzambi katukeba, et bika bukarana pengolo kwa mfumu zetu ba, tuka yani mfumu anti, tata Félix Tshisekedi, Premier ministre, gouvernement, député, et bah on peut mettre toi de ça, province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, chers fidèles téléspectateurs, ça n'est complètement terminé pour votre émission. Beaucoup de matière à exploiter. Le temps, nous ne serons pas tout terminé. Peut-être prochainement, on va recevoir pour vous l'honorable Diokusu pour plus d'autres sujets et d'actualité. Merci à Noël Tunandunga Pechanga pour la réalisation de cette émission. Le rendez-vous est pris très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Balingi pepe plano bate Iso bayuma bazo bato banda kimia